Monsieur le ministre, cher Jean-Michel Baillet, Madame la secrétaire d'État, chère Estelle Grelier, Monsieur le Président du Sénat, merci d'être avec nous. C'est normal, le Sénat représente les élus, les territoires de notre pays, cher Gérard Larcher, Monsieur le député maire, cher Arnaud Robinet, Madame la présidente de Reims Métropole, chère Catherine Vautrin, Monsieur le président des régions de France, cher Philippe Richert, Monsieur le président délégué, cher François Bonneau, Mesdames, Messieurs les présidents de région, Mesdames, Messieurs les élus régionaux, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver ici, d'être avec vous depuis hier soir dans cette magnifique ville de Reims. Dans ce palais des congrès, cher Philippe Richert, je vous sais taquin, que je connais bien donc, où j'avais eu l'occasion, mais c'était il y a si longtemps, de défendre un texte dont vous ne m'avez pas piégé, qui s'appelait d'ailleurs la ligne claire. Vous voyez, nous nous retrouvons. Mais je vous remercie plus sérieusement de cette invitation au 12e congrès de l'Association des régions de France. J'étais déjà avec vous il y a 2 ans à Toulouse, cher Alain Rousset, pour débattre déjà de l'avenir des régions et du nécessaire approfondissement de nos lois de décentralisation. J'ai parlé du 12e congrès, devrais-je dire plutôt le 1er congrès des régions de France. Et je veux voir derrière cette nouvelle appellation, Monsieur le Président, bien sûr la conséquence de la réforme territoriale, mais d'abord une nouvelle ambition pour les nouvelles grandes régions. Une nouvelle ambition pour renforcer, moderniser notre démocratie, une nouvelle ambition pour des politiques publiques, développement économique, emploi, formation, transport, environnement, qui répondent au plus près aux attentes de nos concitoyens. L'État entend vous donner tous les moyens pour porter cette nouvelle ambition, même si c'est bien sûr le fruit des compromis et que chacun doit tenir compte des contraintes budgétaires. Mais c'est bien le sens de la nouvelle France des territoires que nous avons bâti ensemble avec vous, Mesdames et Messieurs les présidents de région, avec bien sûr les parlementaires. C'est bien ce sens que je veux défendre, une nouvelle étape de la décentralisation. Une nouvelle étape de cette révolution tranquille, celle qui a sans doute le plus changé, transformé nos villes et nos paysages, mais aussi la vie quotidienne des Français. Une nouvelle étape d'un État historiquement centralisé, jacobin, mais qui depuis 1982, vous l'avez rappelé, par étapes successives, a décidé de faire confiance à ces territoires et à leurs représentants. Chacun s'accordait à dire qu'il fallait renforcer les collectivités territoriales en les dotant de compétences claires, lisibles, compréhensibles. Ça a été donc aussi l'esprit des lois MAPTAN et l'autre, 2 textes qui ont, même s'il y a eu des débats serrés, même si sans doute au début il a fallu préciser les orientations, mais ces débats étaient nécessaires. Pourquoi le nier? Ils sont logiques dans une démocratie. Mais ces textes ont jeté les bases, me semble-t-il, d'une action publique plus moderne et plus efficace. La réforme territoriale renforce, vous le savez, d'abord l'intégration des communes au sein des intercommunalités. Et je salue d'ailleurs le mouvement qui est en cours, car les intercommunalités, c'est la cohérence d'un bassin de vie, c'est la mutualisation des ressources pour plus d'investissements locaux et d'équipements publics. C'est souvent faire à plusieurs ce que l'on n'a pas les moyens de faire seul. La réforme territoriale reconnaît aussi le rôle primordial des métropoles. Et je salue le président de France Urbaine, Jean-Luc Moudin, qui m'a accueilli il y a une semaine à l'Hôtel de Ville de Paris dans ce rassemblement
des villes de France urbaine, pour, là également, préparer l'avenir. Ces métropoles sont des moteurs pour le développement et le rayonnement de notre pays, grâce à leur tissu d'entreprise, à leurs pôles universitaires, à leurs équipements culturels. Et sur beaucoup d'aspects, mobilité, architecture, développement durable, elles préfigurent la ville de demain. Dès cette fin d'année, avec la loi sur le statut de Paris et l'aménagement métropolitain, chaque région hexagonale comptera au moins une métropole. C'était une attente forte et nous l'avons entendu avec Jean-Michel Baillet et Estelle Grelier. La réforme territoriale reconnaît aussi le rôle de solidarité des conseils départementaux, notamment dans les territoires ruraux, mais pas seulement. Départements tiendront leur congrès dans une semaine. Jean-Michel Baillet y sera présent pour représenter le gouvernement. Et nous agissons, il faudra d'ailleurs agir encore davantage aux côtés des départements, chacun assumant ses responsabilités pour relancer l'insertion, pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Enfin, la réforme territoriale dote les régions de compétences renforcées pour porter des stratégies économiques à l'échelle de territoires suffisamment grands pour se mesurer à leurs concurrents européens. On ne pouvait pas continuer avec des régions, les images il y a un instant, même si évidemment les comparaisons ont leurs limites, mais on ne pouvait pas continuer avec des régions, nous l'avons vu donc avec ces images, qui étaient les petits poussets des Länders ou des communautés autonomes. C'est pour cela que nous avons créé 12 grandes régions hexagonales. C'est vrai en 6 mois. Vous avez évoqué la méthode, mais je crois qu'il fallait aller vite et fort et décider. Et moi j'ai une conviction, personne n'y reviendra. Leurs noms sont officialisés aujourd'hui même, par décret, conforme d'ailleurs, mesdames et messieurs les présidents, à vos propositions. 12 grandes régions hexagonales, avec aussi, je veux le rappeler, la future collectivité unique de Corse. Et puis, avec les 5 régions d'outre-mer que je salue, la France compte désormais donc 18 régions fortes, j'y reviendrai. Décentraliser, moderniser la France des territoires passe aussi par la modernisation de nos pratiques démocratiques, car nous sentons bien ce lien qui s'est souvent cassé entre les Français et leurs représentants, même si je veux ici, une nouvelle fois comme ailleurs, rendre hommage à l'engagement des élus, et en particulier donc ici aux conseillers régionaux. Je suis fier d'ailleurs d'avoir porté, en tant que ministre de l'Intérieur, la parité dans nos conseils municipaux. Nos intercommunalités et nos départements, les régions, étaient en avance. Fier aussi, toujours difficile d'évoquer cette question devant le président du Sénat et devant une assemblée d'élus, mais fier aussi d'avoir porté la fin du cumul des mandats. Être un élu local aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il y a 20 ou 30 ans. Les missions sont plus complexes, les responsabilités encore plus importantes, les attentes plus fortes. Ces mandats locaux, ce sont des mandats prenants et exaltants. Et le non-cumul des mandats tire non seulement les conséquences de la réforme territoriale, il l'anticipe aussi, mais il va également changer les parcours politiques dans notre pays. Et son application, à partir de 2017, sera un vrai changement et c'est une conviction profonde, irréversible. Ma conviction profonde également, c'est que c'est en modernisant nos pratiques démocratiques que nous pourrons réaffirmer avec force le rôle des élus quand d'autres s'empressent de contester les fondements de notre démocratie. Partout en Europe ou outre-Atlantique, les populismes progressent et s'incrustent dans nos paysages politiques. Et s'ils feignent de jouer le jeu de la démocratie, c'est pour mieux la mettre en cause, la détruire même de l'intérieur, en en cassant méthodiquement les grands principes. Alors nous avons tous ici une immense responsabilité, combattre ceux et celles qui pensent que nos principes républicains,
je pense à l'égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs origines, n'ont pas lieu d'être. Ceux qui pensent qu'il faut mettre en cause les corps intermédiaires, se recroqueviller derrière des frontières et des barrières. Lors des élections régionales, nous avons été nombreux, je le rappelais hier soir, à prendre nos responsabilités. Et pour ma part, je n'ai pas hésité à appeler, par exemple, très clairement, au lendemain du premier tour des élections régionales, à voter pour Xavier Bertrand, Christian Estrosi ou Philippe Richert. Ça n'allait pas de soi, mais je ne le regrette pas et je ne le regretterai jamais. Nous avions et nous avons encore toujours l'essentiel à défendre, la République, et c'est en nous rassemblant que nous sommes capables de défendre la République et les valeurs de notre pays. Mesdames et messieurs, la République, c'est aussi la solidarité que nous devons tous avoir envers la ville de Calais, ses habitants, ses élus. La France, parce qu'elle est solide dans la maîtrise de ses flux migratoires, parce qu'elle a fait des choix différents de l'Allemagne, est totalement, je crois, en mesure d'accueillir les 9000 migrants de Calais. C'est-à-dire ramener à l'échelle de notre pays environ un migrant, un réfugié pour 10 000 habitants. Nous compterons entre 90 000 à 100 000 demandeurs d'asile à la fin de l'année. 30 000 de plus en quelques années. Nous sommes loin du 1,5 million de demandeurs d'asile chez nos voisins allemands. Je comprends les interrogations des élus sur le terrain, les questions très concrètes qui se posent, souvent de la part de nos concitoyens, pour accueillir, intégrer, encadrer. L'État est là, et je me rendrai en fin de matinée à Épernay, dans un centre d'accueil, pour le rappeler. L'État est là pour apporter des réponses en concertant, en dialoguant avec les élus, mais en assumant aussi ses responsabilités, en prenant à sa charge les frais et en créant des places d'accueil supplémentaires, plus de 20 000 en 5 ans. Décentraliser, et je viens à l'essentiel de ce rendez-vous, c'est réformer notre organisation territoriale, moderniser donc les pratiques démocratiques, et c'est aussi affirmer le fait régional. Mon premier mandat d'élu, j'avais 24 ans, ce fut celui de conseiller régional. Ce fut donc ce premier mandat que j'exerçais dans une région nouvelle comme toutes les autres, élue au suffrage universel, fruit des lois de 1982. J'ai siégé pendant 16 ans au Conseil régional d'Île-de-France, chère Valérie Pécresse. J'en fus d'ailleurs pendant 4 ans le premier vice-président en charge des finances. Et j'ai toujours cru au rôle de la région. Et d'ailleurs, reconnaissons-le, y compris dans les lois de 1982, elles furent le fruit d'un compromis entre la région et le département, entre un président de la République à l'époque plus départementaliste et un Premier ministre qui était à l'époque engagé pour le fait régional. Mais le fait régional, c'est cette vision que l'État ne doit plus agir seul, ne doit plus penser seul les politiques publiques. Et de ce point de vue-là, le transfert de la gestion des fonds européens, vous rappeliez le chiffre, Monsieur le Président, 20 milliards d'euros décidé par le Président de la République, fut déjà un acte de confiance, un acte particulièrement important. Mais je veux défendre cette vision que de la décentralisation découle la responsabilité. On pourrait parler aujourd'hui d'ailleurs de co-responsabilité. C'est l'étape qui mènera à la responsabilité pleine et entière des régions et au transfert, pourquoi pas demain, d'une part de pouvoir réglementaire. Le fait régional, c'est cette vision que je porte. Vous citiez la nécessaire régionalisation du pays souhaitée par le général de Gaulle, mais ce fait régional, il s'impose aujourd'hui. C'est même une nécessité pour le pays. C'est celle d'une contractualisation avec les collectivités. J'ai voulu que ce soit d'abord avec vous, les plateformes État-région, puis le pacte État-métropole. Et les deux iront de pair demain, je le souhaite, car l'alliance
le travail en commun, la vision partagée que doivent engager les régions et les métropoles me paraissent évidentes. Et cette vision de l'État, ces rencontres régulières et qui doivent être inscrites d'une certaine manière dans le marbre entre le gouvernement, les gouvernements, aujourd'hui et demain, avec les régions, manière de partager ensemble la vision du pays, d'engager en commun des politiques publiques, oui, c'est une nouvelle manière de penser l'action publique, bien évidemment. C'est une nouvelle façon d'agir donc pour l'État. Mais avant tout, une nouvelle façon de penser et de changer les esprits, bien sûr, dans les administrations centrales, au sein des gouvernements, mais même également au Parlement. Ce n'est pas toujours facile, mais ce que nous faisons ensemble fera, je l'espère, tomber les dernières réticences, les derniers conservatismes. Cette vision impose de tirer dès aujourd'hui les conséquences de ce que nous avons fait de l'échelon régional. Ce sont de grands espaces puissants qui pèsent à l'échelle de l'Europe et je me réjouis, Monsieur le Président Richard, de ce que vous avez annoncé tout à l'heure, ces rencontres régulières avec la Commission européenne et ce premier rendez-vous que vous aurez à Strasbourg. Ce sont des espaces qui pèsent donc à l'échelle de l'Europe et qui doivent avoir tous les moyens d'exercer leurs compétences. Et je refuse, comme vous, qu'ils soient des colosses géographiques, mais au pied d'argile. Cette exigence, je souhaite y répondre. Depuis février, vous l'avez dit, nous avons recherché des solutions avec vous, avec François Bonneau, avec les présidents des régions, permettant de renouer avec l'autonomie fiscale, de vous donner surtout, bien sûr, les moyens de financer par vous-même vos projets. Plusieurs pistes ont été évoquées entre nous, y compris une nouvelle taxe régionale. Ces débats ne sont jamais faciles. Ils ne sont pas faciles pour le gouvernement. J'ai bien compris que parfois, il n'était pas facile entre présidents de région. Mais votre liberté d'action est trop importante pour que ce débat se perde en tergiversation. J'ai donc fait un choix, et un choix qui, je l'espère, conforte, parachève ce nouvel acte de décentralisation qu'est la loi NOTRe, après bien d'autres. C'est pourquoi, et je le dis modestement bien sûr, parce que c'est le fruit d'un travail collectif, c'est pourquoi, et c'est historique, j'ai décidé que vos collectivités ne devront plus dépendre d'une dotation d'État. Alors j'en fais l'annonce aujourd'hui et je mesure bien, il y aura forcément des interrogations, voire encore des déceptions. Mais je veux être précis. À compter du 1er janvier 2018, les régions n'auront plus de dotation globale de fonctionnement, cette DGF étant remplacée par une fraction de TVA dont l'effet dynamique garantira et pérennisera vos moyens d'action. J'en ferai voter, le Parlement le veut bien sûr, le principe et les modalités dès cette année pour vous en garantir la bonne mise en œuvre. Je sais, et vous venez de le dire, vous venez de le rappeler, que vous souhaitez son application à compter du 1er janvier 2017. Comme François Bonneau l'a rappelé, la loi de finances vient d'être présentée en Conseil des ministres. Et je dois moi aussi veiller aux équilibres et à la cohérence du texte fondamental qui est présenté au Parlement. Mais je ne doute pas que sur les modalités et l'agenda, nous aurons ce débat au Parlement et nous serons bien sûr attentifs aux propositions des régions. Le modèle financier ancien, gravement fragilisé par la réforme de la taxe professionnelle de 2010, devait en tout état de cause profondément rénové. Et ce sera, je crois, chose faite. Dès cette année, la loi de finances pour 2017 mettra en place à titre transitoire un fonds, vous l'avez souhaité aussi, pour soutenir votre action de développement économique. Il sera versé en fonction des dépenses que vous aurez engagées et que nous pourrons constater ensemble dans la limite des 450 millions d'euros. Le transfert de TVA
tiendra naturellement compte de ces dépenses supplémentaires au titre du développement économique. Au-delà, vous bénéficierez des 500 millions d'euros du programme d'investissement d'avenir, décentralisé, des appuis nombreux de la BPI et de la Caisse des dépôts, dont je salue les représentants ici, dont le prêt à taux zéro pour les collectivités vient d'être abondé, je veux le rappeler, de 350 millions d'euros. En renforçant l'autonomie financière des régions, en leur donnant un plus grand pouvoir d'initiative, nous écrivons ensemble, cher Philippe Richert, 34 ans après les lois Mauroy de Fer, un nouveau chapitre de la décentralisation. Un nouveau chapitre qui, je n'en doute pas, changera notre pays pour longtemps. Et moi, j'invite chacun à bien mesurer ce que nous avons accompli dans l'intérêt supérieur de notre pays. Ce qui est intéressant quand on est élu, je l'ai été, j'ai été maire, président d'une agglomération également, c'est qu'on est obligé de bâtir des compromis. Non pas des compromis qui affadissent, qui empêchent d'avancer, qui empêchent de réformer, mais de bâtir des compromis entre territoires, bien sûr, entre élus de gauche et de droite, entre grandes villes et petites villes, entre territoires urbains et territoires ruraux. C'est passionnant. D'ailleurs, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre, même si j'aime le débat public, que la confrontation est nécessaire, qu'il faut présenter toujours des choix au pays, et la France aura à le faire dans quelques mois. Mais ce que j'aime de la relation entre les élus, y compris dans ces assemblées, c'est que nous sommes capables de bâtir ces compromis. Et d'ailleurs, c'est toujours étonnant, les mêmes qui construisent ces compromis au niveau local, ce sont les mêmes qui se déchirent, parfois de manière caricaturale, au plan national. Et ça, je crois profondément, les Français ne le supportent pas. Ce que nous sommes capables de faire au niveau local est immédiatement mis en cause et détruit, je ne sais pas, par exemple, par une séance de questions d'actualité à l'Assemblée le mardi et le mercredi, même si je reconnais, Monsieur le Président, qu'au Sénat, le débat est d'une autre nature et davantage courtois et constructif. Nos collectivités territoriales, ce n'est pas une candidature que j'annonce au Sénat, encore que je vais y réfléchir. Nos collectivités territoriales, pour agir, ont besoin de stabilité. J'ai entendu d'ailleurs votre crainte, Monsieur le Président, pour l'avenir, de ce consensus républicain que nous avons su trouver, me semble-t-il. C'est un gage de continuité, et même l'équilibre, ce que vous représentez dans cette association des régions de France, et je l'espère, un gage pour l'avenir, quel que soit le choix des Français dans quelques mois. Sachons donc ne pas créer de confusion et de clivage inutiles. Sinon, nous ne rendrions pas service à nos concitoyens et au rôle historique des régions. Sachons au contraire nous retrouver sur l'essentiel, ce nouvel acte de décentralisation, et bien sûr sur les grandes priorités qui découlent des compétences des régions. Nous travaillons en bonne intelligence, et notamment avec tous les élus qui le souhaitent. C'est le sens, je le disais, du pacte État-métropole. C'est le sens aussi, vous l'avez dit, des 2 plateformes d'engagement réciproque que nous avons signées pour développer nos territoires, relancer la croissance, lutter contre le chômage. Et nous le savons, combattre le chômage, première attente des Français avec la sécurité, c'est apporter des solutions à un problème de compétitivité. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer de politique. La compétitivité, la baisse du coût du travail, le soutien aux entreprises, c'est essentiel. Mais c'est apporter des solutions à ce problème de compétitivité et un vrai problème de formation des demandeurs d'emploi. Nous ne connaîtrons plus dans les années qui viennent des croissances à plus de 3%. Nous avons aujourd'hui une croissance autour de 1,5%. C'est déjà un fait. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Sans doute, mais est-ce que c'est suffisant pour faire baisser massivement le chômage? Chacun voit bien qu'il y a aussi un problème d'offre, de demande, d'adéquation entre ce qu'attendent les entreprises, notamment les PME, et la réalité de la formation dans notre pays, et notamment de ceux qui cherchent un emploi. Il faut donc continuer d'agir sans relâche.
dans ces deux directions. La compétitivité de nos entreprises, soutien à la recherche, à l'innovation, bien évidemment, et répondre à cette exigence de formation des demandeurs d'emploi. En conférant aux régions des compétences économiques renforcées, notamment en matière d'aide aux PME et aux ETI, l'État a fait un choix important, le choix de la simplification pour les acteurs économiques, qui pourront désormais, en une seule démarche, celle de frapper à votre porte, avoir accès à l'ensemble des dispositifs publics, et pas uniquement dans la Nouvelle-Aquitaine, mais partout où vous engagez dans cette direction. Le choix ainsi de permettre à des filières d'avenir innovantes, celles notamment de l'industrie du futur, de se développer en s'adaptant aux réalités et aux forces de chaque territoire. C'est dans cet esprit que j'ai, il y a quelques mois, donné mon feu vert au processus de décentralisation des pôles de compétitivité. Des discussions sont en cours et je ne doute pas que vous saurez, avec Michel Sapin et Christophe Sirugue, trouver un terrain d'entente sur ce dossier. Là également, le consensus doit s'imposer. Créer de l'emploi, c'est également le sens du plan 500 000 formations. Et je vous remercie et je salue votre engagement. Il va permettre de doubler le nombre de demandeurs d'emploi formés en France, qui atteindra ainsi 1 million. En tout, 1 milliard d'euros y sont dédiés, avec comme objectif que les formations répondent mieux aux besoins des entreprises de vos territoires. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu, de faire disparaître les bénéficiaires des statistiques du chômage. Il s'agit tout simplement de leur permettre de retrouver un emploi, comme ça a été le cas pour 60% d'entre eux en 2014 et 2015. La mise en œuvre de ce plan vous a été confiée. Vous y êtes tous engagés avec détermination, à une exception près que je regrette. Au premier semestre, 400 000 personnes sont ainsi parties en formation. Et avant toutes celles qui en ont le plus besoin, près de 30% ont moins de 25 ans. Près de 50% sont peu qualifiés ou chômeurs de longue durée. Cela montre l'effort qu'il faut encore accomplir. La dynamique est lancée. Elle doit se prolonger jusqu'à ce que le compte personnel d'activité monte pleinement en puissance. Et je sais que vous êtes en train de lancer de nouveaux marchés pour cela. L'État prendra lui aussi sa part à la réflexion avec vous et avec les partenaires sociaux. Créer de l'emploi, c'est aussi expérimenter de nouvelles méthodes. Je crois à l'expérimentation, comme le copilotage par les régions des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, au plus près du terrain, aux côtés de l'État et des partenaires sociaux. Il ne doit pas y avoir de confrontation des légitimités, mais au contraire, l'exercice par chacun de ses responsabilités, et l'État y est prêt. Nous avons déjà pris nos responsabilités en finalisant le plan de refondation de l'AFPA, engagé en 2012, qui connaîtra une étape importante avec sa transformation en établissement public le 1er janvier prochain. Nous avons trouvé un accord permettant de conforter votre place et celle des partenaires dans sa gouvernance. Je m'en réjouis. Nous agirons ainsi ensemble pour renforcer l'accès à la formation professionnelle et accompagner les plus fragiles. Et l'AFPA sera évidemment au service des politiques que vous impulsez en matière d'innovation et de formation aux nouveaux métiers. Créer de l'emploi, c'est également agir ensemble pour développer l'apprentissage. Je me réjouis des derniers chiffres qui sont positifs dans ce sens, mais nous savons qu'il faut là également redoubler d'efforts. Je pense à l'ouverture des titres professionnels ou encore à la meilleure articulation entre apprentissage et enseignement professionnel à travers notamment les dispositifs passerelles. Créer de l'emploi dans nos territoires, c'est enfin agir pour l'agriculture qui aujourd'hui souffre dans de nombreuses filières. Je viens de rencontrer les représentants agricoles il y a un instant, dans la sous-préfecture de Reims, filière du lait, filière de la viande, filière aussi bien sûr des céréaliers. Le transfert aux régions de la gestion du FEADER, sans que l'État leur transfère immédiatement les logiciels nécessaires, a été à l'origine d'un retard de paiement que j'ai souhaité résoudre par des moyens supplémentaires. Et je compte désormais sur votre capacité à simplifier et uniformiser les aides, même si je reconnais, nous avons là un vrai problème, donc il faut agir vite et fort. Plus généralement, nous mobilisons depuis juillet 2015 des moyens nationaux et européens pour répondre aux difficultés des agriculteurs et des éleveurs et alléger les lourdeurs administratives. Des mesures spécifiques ont été prises en juillet 2016 pour les exploitations céréalières
Elles seront complétées dans les jours qui viennent pour permettre aux agriculteurs concernés de faire face à des baisses de rendement exceptionnelles. Nous agissons ensemble pour l'économie et pour l'emploi. Nous agissons ensemble aussi pour la mobilité. Les contrats de plan État-région sont l'outil par excellence de notre coopération dans ce domaine et dans bien d'autres. Et je n'oublie pas que ces contrats ont été inventés il y a plus de 30 ans par Michel Rocard, qui par ailleurs, dans un texte lumineux au début des années 60, avait déjà imaginé ce que pouvait être une France décentralisée. J'ai proposé, au lendemain des élections régionales, d'actionner ce que l'on appelle la clause de revoyure avec les équipes reconduites ou nouvellement élues. Je signerai le premier contrat de plan État-région, ainsi revu, samedi en Bretagne. Et nous avons décidé de consacrer, cher Jean-Michel Baillet, 200 millions d'euros supplémentaires au financement de nouveaux projets, notamment en faveur de l'enseignement supérieur et de la mobilité. Nous avons entendu vos attentes en matière routière comme ferroviaire. Et je veux insister sur ce dernier point. Je sais l'effort des régions pour les TER et je veux le saluer et réaffirmer mon engagement pour que vous bénéficiez de toutes les compétences des autorités organisatrices, notamment en matière de liberté tarifaire, ce qui sera bientôt le cas. Il ne faut pas relâcher cet effort de modernisation des trains. Et dans un contexte où nous faisons tout pour assurer l'avenir des sites de production d'Alstom, tout dans tous les sites, et bien sûr préserver le site de Belfort, les régions doivent confirmer les commandes prévues à cette entreprise, fer de lance de l'excellence ferroviaire française. Je sais que vous êtes aussi attaché à l'expérimentation d'une ouverture à la concurrence de certaines lignes TER. Un travail est engagé en partenariat avec les régions pour apporter des réponses aux nombreuses questions soulevées par une telle évolution et je souhaite qu'il aboutisse en 2017. Le gouvernement a quant à lui engagé, cher Guillaume Pepy, un effort sans précédent pour moderniser les trains d'équilibre du territoire. 2,5 milliards d'euros de commandes. Les régions volontaires pourront se voir confier l'organisation de ces TET pour plus de cohérence avec le réseau TER. Un premier accord est déjà intervenu en Normandie et d'autres négociations avancent et sont quasiment finalisées, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, avec Alain Vidalis. Et je vous fais confiance, là aussi c'est la confiance qui doit prédominer pour qu'elles aboutissent d'ici le 15 octobre prochain, comme je me réjouis aussi des avancées que nous avons conclues avec la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Mesdames, Messieurs, ce nouveau partenariat entre l'État et les régions signifie que nos politiques publiques doivent mieux tenir compte des spécificités de chaque territoire, car il s'agit de mieux lutter contre la fracture territoriale. Il fallait d'abord répondre à ce sentiment d'abandon qui mine nos territoires ruraux, en ramenant les services essentiels dans tous les territoires. 1000 maisons de services au public seront déployées. Philippe Val, d'ailleurs, me rappelait également, bien sûr, l'engagement de la Poste, en ramenant aussi des soins de santé. 1200 maisons de santé auront été construites en 2017 et, Monsieur le Président du Conseil départemental, je me rappelle de la visite à l'une de ces maisons de santé que vous avez engagée ici. Plus de 2400 contrats ont été noués avec de jeunes médecins pour encourager leur installation dans les territoires où le besoin est criant. Il fallait aussi combattre, il faut toujours combattre, l'isolement en déployant partout le très haut débit. Dans les départements, toutes les régions sont désormais engagées. De même, toutes nos communes seront d'ici fin 2017 couvertes par un réseau mobile. Près de 15 milliards d'euros d'investissement sont consacrés à ce chantier. Il fallait aussi mieux tenir compte des besoins des territoires qui ont un statut institutionnellement spécifique. Je pense à la collectivité unique de Corse, dont la création au 1er janvier 2018 est désormais en marche, et je salue le président Simeoni et Talamoni, suite à la validation par l'Assemblée de Corse des projets d'ordonnance. Ils seront présentés d'ici fin octobre en Conseil des ministres. Et je veux saluer également nouveau climat, nouveau vent qui concerne aujourd'hui la Corse. Je pense également aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, mais aussi à Mayotte, qui fait face à une situation économique et sociale
difficile. La ministre Erika Baretz est sur place. Dire également ma solidarité à la Martinique et à la Guadeloupe. Et je pense bien sûr au président Chalus et Marie-Jeanne qui sont avec nous aujourd'hui. Dire ma solidarité à la Martinique et à la Guadeloupe en ces heures de menaces cycloniques et suite aux dégâts qui ont déjà eu lieu sur ces deux territoires et à tous ceux qui se trouvent dans le dénuement. Enfin, j'ai pleinement conscience des efforts qu'il faut encore réaliser en Guadeloupe et à La Réunion en matière d'infrastructures et d'équipements. La loi de programmation en faveur de l'égalité réelle outre-mer, examinée à l'Assemblée nationale à compter du 4 octobre, mais les débats ont déjà commencé en commission, doit apporter des réponses. La prochaine loi de finances également. Nous agissons pour nos territoires ruraux. Nous agissons pour l'outre-mer, la Corse. Nous agissons aussi, bien sûr, pour nos quartiers populaires et pour nos territoires de montagne. Une loi est en préparation et si Jean-Michel Baillet n'a pas pu participer au banquet républicain de hier soir, de très grande qualité comme il se doit à Reims, c'est qu'il était malheureusement pour lui devant la commission à l'Assemblée nationale défendant ce texte important sur la montagne qui a permis un consensus entre lui et Laurent Wauquiez. Ça veut dire que des choses tout à fait admirables sont possibles dans notre pays grâce à la montagne. Nous agissons aussi pour la réhabilitation du bassin minier, pour la réinvention du littoral languedocien. La République que nous voulons, la République que je veux avec vous, ferme, marque bien sûr son autorité. C'est indispensable pour faire face à la menace terroriste, à la délinquance, au délitement, à la mise en cause de la laïcité, à ces processus de radicalisation qui nous inquiètent. Ferme, mais aussi bienveillante, parce que ce pays, c'est aussi celui de la fraternité, de l'égalité, de la solidarité. Cette République, ce ne sont pas des mots seulement, elle doit partout se traduire en actes. Et nous refusons de laisser quiconque au bord du chemin. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'État ne décide plus seul depuis Paris. Ça a changé. Il faut que chacun le comprenne, même s'il faut du temps. Il est à l'écoute. Le gouvernement agit avec les collectivités, auxquelles il donne les moyens de leur action, chacune en fonction de ses compétences. Voilà, en un mot, la nouvelle France des territoires. Oui, j'aime ce mot d'André Rossineau, la République des territoires. La nouvelle France des territoires, la République des territoires que nous construisons. Et ce que nous ferons ensemble, ce que nous réussirons ensemble aujourd'hui, nous permettra demain d'écrire de nouveaux chapitres de la décentralisation, de l'histoire politique de notre pays. Vous le rappeliez, et dans des mots très justes, cher Philippe Richert, nous sommes ici à Reims, une grande ville tournée, bien sûr, nous le rappelions hier avec le maire et la présidente de la métropole, tournée vers l'avenir. Mais l'histoire de France s'est écrite. Les sacres, bien sûr, de nos rois, mais aussi la destruction au cours du premier conflit mondial. C'est ici, d'une certaine manière, que s'est reconstruite la paix, l'Europe, fondée d'abord sur la réconciliation et l'amitié entre la France et l'Allemagne. Face aux risques que nous connaissons, aux deux risques majeurs, le terrorisme d'un côté et la montée du populisme, c'est-à-dire derrière cela, la mise en cause de nos modes de vie, de notre civilisation, de nos cultures, de notre art de vivre si présent dans cette région, de notre histoire, de nos valeurs et notamment de nos valeurs républicaines, je crois plus que jamais au nécessaire rassemblement. Et en vous voyant ici mobilisés et déterminés, sans rien nier des débats qu'il y aura encore et des compromis qu'il faudra bâtir, moi j'ai confiance et c'est ce message que je veux vous adresser et que je veux adresser à mes compatriotes en tout ce que nous pouvons accomplir pour avancer et faire avancer notre pays. Vive la République, vive les régions et vive la France.